si on a des règles, des procédures, on sait mieux ce qui va passer, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et comme vous savez, à l'université, dans le trafic, dans la vie normale, dans le sport, il y a toujours des règles. Il y a toujours des disciplines et des procédures. Et normalement, il y a aussi un arbitrage qui dit, écoute, vous êtes allé trop loin, il faut maintenant intervenir. Vous êtes d'accord avec moi que de temps en temps, il y a des procédures que vous n'aimez pas. Moi, je suis dans la même position. De temps en temps, il y a des règles que je n'aime pas et j'évite. Mais généralement, les choses vont mieux quand il y a des règles, quand il y a des procédures qui sont claires, même s'il y a des disciplines. Mais au moins, vous savez ce qui va passer, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas. Si je commence à parler de la fonction des règles, on parle du ordre, de transparence, de stabilité, on parle aussi d'égalité, des règles, ils sont les mêmes pour tout le monde, ça c'est le plus important parce que c'est tellement embêtant dans n'importe quelle situation si on a des règles, des procédures qui ne sont pas les mêmes pour les différents groupes, les différents genres, les différentes entités. Donc ça c'est normalement l'application en théorie des règles et des procédures pour tout le monde. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle, en 1995, les gouvernements ils ont établi l'OMC. Parce qu'ils ont trouvé, ils ont décidé, ils sont arrivés à la conclusion que dans le commerce, c'est tellement important. Il y a bien sûr une histoire avant l'OMC, dans la GATT, mais avec l'OMC, on a maintenant un système avec un arbitrage qui est définitif. C'est important de savoir, de créer une situation dans laquelle quelqu'un qui exporte des produits, pour un importateur qui importe des produits ou des services, qui utilise des services dans un pays, de savoir exactement ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et combien ça coûte. Et ça, c'est une simplification de nos règles, mais c'est plus ou moins comment ça fonctionne. Et du moment où on parle de ça, c'est créé en 1995 et il y a des règles et ça fonctionne très bien. Le système avec les règles, avec les procédures et les disciplines et avec l'arbitrage fonctionne tellement bien. Mais du moment où on parle du commerce, tout le monde pense, oh non, mais c'est pas balancé, c'est pas neutral. À l'OMC, il y a un problème parce qu'il y a certains qui ont plus de pouvoir que l'autre. Donc n'importe quelle règle vous applique, à la fin, il y a un imbalance, un imbalance. Et ça, c'est peut-être vrai politiquement, mais je dis, dans la plupart de nos règles, ce n'est pas la situation. Donc, je vais me concentrer un petit peu sur le fonctionnement de cette organisation et la fonction et la raison pour avoir des règles qui sont avec un arbitrage définitif. Alors, quand ils ont établi l'OMC, les membres, ils ont insisté d'avoir de transparence, comme je dis, de non-discrimination, de stabilité, et surtout une idée d'ouvrir les marchés dans le futur, mais graduellement, parce que tout le monde pense que l'OMC veut bien que tous les marchés sont ouverts dans deux ans ou 2 semaines. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'à la fin, ce n'est pas l'OMC qui décide, ce sont les membres. On a maintenant 154 membres. Ce qu'on fait, what we do, and I'm going to switch to English a little bit, is trying to ensure that trade measures, des mesures qui sont prises par le gouvernement, trade measures, adhere to the rules that the members themselves, the governments themselves established. I.e., ils ont établi des règles, mais ils sont aussi obligés de les appliquer sur leur police de commerce sur le niveau national. Et sinon, il y a un dispute settlement mechanism, cet arbitrage que j'ai parlé, qui s'applique, qui peut être utilisé et qui est définitif. À la fin, ça prend du temps, il y a une procédure énorme, mais à la fin, c'est comme un juge qui dit, vous avez traversé la rue et le feu était rouge, vous devez payer comment dire, un fine. Alors, bien sûr, tout le monde accepte aussi que le commerce est important. J'ai juste regardé un petit peu dans le pourcentage. En 2010, la valeur du commerce de cette année était 18 trillions de dollars, donc c'est énorme. Bien sûr, on sait aussi que c'est peut-être concentré dans des grands pays, maintenant pas que dans les pays comme les États-Unis, l'Union européenne ou la Suisse, mais aussi dans les autres grands pays, des émergents, les pays émergents. Mais le plus important, c'est que le commerce est là
Et il y a toujours puissance, moins qu'en avant, parce que nous sommes bien au milieu d'une crise. Et une crise a bien sûr des effets sur le commerce, sur les échanges, parce que le protectionnisme est le premier instrument que les gouvernements prennent quand il y a un problème économique. Et une des plus grandes fonctions de cette organisation que je représente, c'est de combattre ce protectionnisme. Et comme je dis encore une fois, ce n'est pas nous, comme organisation, qui le fait, mais ce sont les membres qui comptent établir les procédures pour le combattre. Donc, ça, c'est quelque chose de ne pas oublier. Moi, je travaille dans le monde du commerce depuis 22 ans et j'étais négociateur pour mon pays, Pays-Bas, aussi pour la Commission européenne. Et ce que j'ai vu, il y a une théorie dans le commerce et il y a une pratique dans le commerce, dans la négociation. La théorie est pas mal. Il est balancé, il y a des règles. La pratique est complètement différente. Vous n'êtes pas naïf. Le pouvoir politique et économique joue un grand rôle dans des négociations généralement, mais surtout aussi dans la négociation commerciale. Et moi, je suis moi-même avec des pouvoirs. Quand j'avais représenté la Commission dans la communauté européenne, j'ai arrivé, pas personnellement, mais j'ai arrivé avec des pouvoirs, avec d'influence. Pourquoi? Parce que c'est une des grandes trade blocs dans le monde. Donc, par définition, tu as le pouvoir déjà dans la négociation. Et ça, je regrette de dire, c'est utilisé dans ces négociations. Donc, il n'y a peut-être pas une balance énorme dans les règles qu'on a, dans la procédure qu'on a dans l'OMC, mais dans la pratique de négociation et de l'application et le progrès, il y a un problème. Et c'est donc, le résultat de ça, c'est qu'on négocie dans des cycles. On a un cycle de négociation de Doha, commencé à Qatar en 2001, et c'est toujours pas fini. Et la plus grande raison, c'est que, il y a bien sûr il y a la crise économique qui n'aide pas, mais la plus grande raison, parce qu'il n'y a pas un accord sur un certain nombre de choses, surtout sur la libéralisation des tarifs industriels entre les différents pays, plus grands, petits, émergents. Et ça, ce n'est pas une question de procédure, de discipline, c'est une question de choix politique. C'est une question de dire, écoute, moi je suis prêt, dans la future, d'ouvrir mon marché, ou les marchés, pour un certain nombre de produits ou non. Et ça veut dire que le rôle de politique à l'OMC, c'est très important. Et c'est pour ça que je dis aussi, et j'ai fait cet argument plus souvent, the system at the WTO is set up to create equality, égalité. Is set up to actually ensure that, j'ai vu, parce que ça passe comme ça, to ensure that people live up to their obligations. What it doesn't touch upon, what it doesn't deal with, is this imbalance in power. And that is something that we don't have an answer to. Trade can be the answer in terms of commercial progress. Trade can be the answer in terms of reaching forward, making progress in terms of sustainable development. But it's not necessarily the answer as such. Why? Because there are too much complications that deal and influence trade. It has to be accompanied by other policies. Des polices sociales, des polices industrielles dans le pays. Parce qu'on ne peut pas juste ouvrir un marché et 5 ans plus tard découvrir que l'industrie nationale est complètement finie par raison de compétition, de concurrence de l'extérieur. Donc, si un gouvernement prend des décisions, il faut bien réfléchir. Et dans cette situation, il y a beaucoup des avis que nous donnons. Il y a de la société civile qui donne de l'avis et tout ça. Pour être prudent, de prendre des décisions sur la libéralisation en général. Donc, la situation, the situation at WTO, used to be dominated by 4 big trading nations. We're talking 10 years ago. 4 big trading nations. Can you mention them? Quels pays sont les plus grands? On rentre 10 ans dans le temps. Les plus grands trading blocks, les pays. Les qui? Les États-Unis, bien sûr. L'autre. Japon, oui, très bien. Tout le monde oublie le Japon, mais le Japon était très grand. L'autre. Canada et l'Union européenne. Donc, l'univers de l'OMC, l'univers de commerce était dominé, was dominated by those 4. Donc, des pays développés, avec certains intérêts et certaines demandes et beaucoup de pouvoir. Maintenant, la situation a complètement changé et j'expecte une réponse maintenant. Quels sont les 4 pays membres de l'OMC qui sont le plus influentiels et le plus
plus en force dans l'OMC. La Chine. USA. Oui. Bien sûr, l'Union européenne, toujours un grand trading bloc. Et finalement, on parle de Brésil et l'Inde, ce sont 5 pays maintenant. Ça a changé complètement la manière dans laquelle on fait de business dans l'OMC, parce qu'il y a maintenant une balance entre des intérêts de pays en développement et des pays qui sont développés.